contre le terrorisme. À N'Djamena, une formation de 2 jours s'ouvre ce matin à l'intention des responsables tchadiens des secteurs de la sécurité et de la justice. L'objectif est de renforcer la mise en œuvre des mécanismes de lutte contre le financement du terrorisme. Dans cette édition, nous recevons Ousmane Diaye, journaliste et ancien rédacteur en chef de TV5 Monde. Il vient nous parler de son essai engagé, l'Afrique contre la démocratie, mythe, déni et péril. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous et bienvenue. À N'Djamena, une session de formation de 2 jours s'est ouverte ce 14 juillet. Elle est organisée par la coalition islamique militaire contre le terrorisme en partenariat avec les autorités tchadiennes. Placée sous le thème « Lutte contre le financement du terrorisme vers des mécanismes de mise en œuvre efficaces ». L'objectif est de renforcer les capacités des acteurs de la sécurité et de la justice dans les États du Sahel. Focal Boab Solo, Boyom Krios et Rassam Morzim Leila. Mieux comprendre les rouages du financement terroriste pour mieux le combattre. Durant des jours, les spécialistes et responsables tchadiens, ici des secteurs de la sécurité et de la justice, échangent sur les résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies, les bonnes pratiques internationales et les cadres juridiques existants. Une démarche inscrite dans la stratégie globale de la CIMCT face aux menaces croissantes de la région. Nous pensons que la coopération en matière de lutte contre le terrorisme progresse de manière significative. Le Tchad joue un rôle central dans la lutte contre la contrebande et l'insécurité en Afrique. Cette coopération traduit l'engagement des pays membres de l'Alliance pour renforcer la sécurité dans le Sahel. Elle vise à répondre efficacement aux multiples défis sécuritaires de la région. Nous poursuivons nos efforts avec détermination pour instaurer durablement la paix et la sécurité. Le ministre de la Sécurité publique a rappelé que le tarissement des financements constitue un maillon essentiel dans la lutte antiterroriste. Ce vaste programme cible prioritairement les enjeux sécuritaires et la lutte contre le terrorisme dans la zone sahélienne. C'est dans cette perspective que cette initiative a vu le jour afin de renforcer les capacités de nos forces de l'ordre et d'atteindre des objectifs communs. En réalité, le terrorisme est devenu un défi mondial, particulièrement en Afrique, et sa lutte exige une mobilisation sérieuse et coordonnée. La session se clôturera ce 15 juillet. Pour cette première journée, des distinctions symboliques ont été remises au secrétaire général de la CIMCT ainsi qu'au ministre des Armées et aux victimes des guerres. Youssouf Tom, ministre de la Justice, a décroché son doctorat en droit public ce lundi 14 juillet à l'université de N'Djamena. Devant un parterre de ministres et hauts responsables, la soutenance centrée sur le juge administratif et l'état de droit s'est tenue dans la salle des actes de la faculté des sciences et de la santé humaine. Un travail de recherche d'actualité qui met en évidence les leviers juridiques. Yankigem Karim et Abakar Lambert. Salle comble pour un événement peu ordinaire. Le ministre de la Justice, Youssouf Tom, est devenu docteur en droit public après avoir soutenu une thèse de 371 pages intitulée « Le juge administratif et l'état de droit au Tchad ». Un travail qui met en lumière le rôle crucial du juge administratif dans la consolidation de l'état de droit et la garantie des libertés publiques. L'Impétra a souligné un point essentiel. La non-exécution des décisions de justice par l'administration constitue selon lui une atteinte grave aux droits des citoyens. L'état de droit, c'est un état dans lequel l'administration est soumise au respect de la légalité, au respect du droit. Et donc c'est le socle même de la démocratie. C'est pour cette raison que nous avons voulu choisir ce thème pour que nous le développions afin d'apporter un plus dans la construction de la démocratie au Tchad. Après délibération, le jury lui a décerné la mention très honorable. S'en est suivie une remise de décoration avant la traditionnelle photo de famille.
Dans l'actualité, en bref, vous aurez une compilation de quelques faits marquants de la journée. Regardez. Dans le but de renforcer la communication entre les équipes et de s'enquérir des conditions de travail du personnel, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a entamé ce lundi 14 juillet 2025 une série de visites dans les différentes directions de son département. Le ministre a souligné l'importance de ces échanges afin d'optimiser le fonctionnement du ministère et garantir un service public efficace. Cette initiative s'inscrit dans la volonté du ministre à promouvoir la transparence et la collaboration au sein de son équipe, tout en mobilisant les ressources nécessaires pour améliorer l'accès à l'eau et à l'énergie pour tous. La commission mixte de désarmement a présenté ce lundi 14 juillet à la presse locale 193 armes de guerre de tout calibre, des armes blanches, d'uniformes militaires ainsi que des boissons frélatées saisies par la commission lors d'une opération menée dans la province. Cette opération vise à lutter contre la prolifération des armes et à renforcer la sécurité dans la province. La cérémonie de présentation des armes saisies a vu la présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Bata, le général Ahmad Goukouni Mourali, du coordinateur de la commission, le général Barkay Koré, ainsi que de plusieurs autres responsables des forces de l'ordre. Un accident de circulation s'est produit ce 14 juillet à Gredal-Loubia, dans le Guéra, impliquant un pick-up et un camion. Le conducteur du pick-up aurait tenté un dépassement imprudent. L'incident a fait 11 blessés, dont plusieurs femmes et enfants. Ils ont été évacués à l'hôpital de Mangalmé pour des soins. Ousmane Diaye, un journaliste indépendant, ancien rédacteur en chef de TV5 Monde, il a longuement couvert les enjeux politiques du continent. Dans son essai « L'Afrique contre la démocratie », il questionne les freins à l'émergence d'une démocratie véritablement africaine. Il est aujourd'hui notre invité. Bonsoir, M. Ousmane Diaye, et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci. Permettez-moi de passer directement à cette question. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire « L'Afrique contre la démocratie » ? Une volonté de réfléchir sur un certain nombre d'événements que j'ai couverts et traversés comme journaliste. Et ces événements sont souvent liés on en revient toujours à un point central de toutes ces crises, c'est la question démocratique. Donc, il m'a semblé qu'il était important à un moment donné de prendre du recul et au-delà du travail de journaliste, faire un travail de réflexion, un travail de compréhension, un travail de généalogie de la crise démocratique profonde que nous vivons actuellement en Afrique. Dites-nous, pourquoi considérez-vous que la démocratie n'est pas un modèle étranger aux valeurs africaines ? Parce que de façon intrinsèque, les valeurs africaines portent en elles-mêmes les ingrédients de la démocratie. C'est quoi la démocratie ? C'est rien d'autre qu'une aspiration à vivre dignement, dignité économique, à vivre dignement du point de vue des droits sociaux, du point de vue de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression. La démocratie, au-delà des batailles théoriques, c'est avant tout une aspiration à vivre dignement et librement. Et cette aspiration à la dignité, on le retrouve dans toutes les sociétés africaines. C'est fondamentalement une valeur africaine du point de vue historique, du point de vue anthropologique, du point de vue sociologique. Je pense qu'une des clés de compréhension de la crise, c'est l'histoire. Parce qu'à un moment donné, l'histoire de la démocratie a été exclusivement écrite du point de vue de l'Occident. Et que l'histoire de la démocratie exclut tout le reste du monde. Et qu'on considère donc que la démocratie est une invention occidentale, alors qu'au fond, dans les sociétés africaines, avant l'arrivée de l'Occident, donc précoloniale, on retrouve des formes démocratiques dans l'organisation des sociétés. On retrouve des valeurs qu'on retrouve aujourd'hui dans ce qu'on appelle le corpus démocratique, qui sont là, sans pour autant les romantiser. Je ne dis pas qu'il y a une Afrique qui était totalement démocratique, etc. Non, ce que je dis, c'est tout simplement les valeurs qui constituent le fondement de la démocratie sont profondément africaines parce que c'est des valeurs d'humanisme, c'est des valeurs de dignité, c'est des valeurs d'égalité, c'est des valeurs de respect de l'autre. Et donc, en quoi les héritages coloniaux freinent-ils encore les dynamiques démocratiques en Afrique ? En fait, c'est même pas du point de vue de l'héritage. Pour moi, l'irruption même de la colonisation
freinent la démocratisation des sociétés africaines parce qu'ils les disloquent. Ils enrayent un certain nombre de valeurs qui sont des valeurs qui pourraient être des valeurs d'une sorte de maturation et de construction démocratique. Donc, la colonisation est une sorte de... La colonisation est en elle-même une sorte de négation de la démocratie, parce que la colonisation repose sur un racisme, repose sur la domination, repose sur une catégorisation de la société. Donc, pour moi, le temps colonial a été une sorte de pause, de rupture dans la démocratisation profonde des sociétés africaines. Dans certains cas même, je le démontre dans le livre, les formes démocratiques, les tentatives de démocratie que la colonisation a trouvées, l'État colonial les a enrayées totalement. Donc je pense que, et puis, dans les indépendances mal faites, non abouties, la question du post-colonial a toujours été un frein à la démocratisation de l'Afrique. Les ingérences post-coloniales, cette sorte de chape de plomb des intérêts économiques extérieurs. Par contre, je pense que ça, c'est des freins réels à la démocratisation en Afrique, mais il faut pas seulement les essentialiser, ce que je dis. C'est-à-dire il y a aussi des freins qui sont endogènes à nos élites, qui sont endogènes à l'absence de réflexivité des élites du point de vue après les indépendances. Je donne dans mon livre l'exemple du panafricanisme qui a été incapable, alors que son fondement est démocratique, de s'inventer un modèle démocratique, un modèle de gouvernance. Les expériences de gouvernance basées sur le panafricanisme qu'on a connu en Afrique ont été souvent des dictatures, hélas, malheureusement. Des dictatures, dites-nous, M. Ndiaye, ce essai marque-t-il le début d'une série de réflexions sur la démocratie ou explorez-vous d'autres thématiques à venir? J'espère d'abord, parce que j'ai écrit ce livre pour poser un débat, comme une forme de modeste contribution, parce que je pense que la crise est tellement profonde qu'il n'y a pas une seule explication. Je pense, en tout cas, c'est le prélude d'un débat sur la question et que je pense que mon livre est loin et n'a même pas l'ambition d'épuiser la question. Et j'espère qu'il y aura d'autres contributions nées de cet essai ou de ce projet ou de cette proposition. On l'espère bien. Merci, M. Ndiaye, d'être passé sur notre plateau. Merci. Situé dans le 7e arrondissement de N'Djamena, le site de la future basilique octroyée il y a 13 ans par l'État tchadien à l'Église catholique universelle est aujourd'hui exploité comme carrière de sable par des camions gros porteurs. Une initiative qui, selon les responsables ecclésiastiques, j'y arrive, fragilise le terrain et expose les populations riveraines à des graves risques d'inondation en raison de la proximité avec le fleuve Chari. Sur le site de la basilique, camions-bennes, pick-up et pousse-pousse se succèdent en file indienne. Ils viennent extraire du sable ou du remblai à des fins commerciales. Une activité intense qui laisse derrière elle de larges crevasses, fragilisant jour après jour ce terrain vierge. La commission de l'Église catholique en charge du site s'inquiète. Là où ils ont creusé, ils ont commencé d'abord à la descente du fleuve et ils ont abouti à la sortie vers le pont à double voie, surtout vers le rond-point. Et ça, s'il y a déjà débordement du fleuve Chari, c'est une vanne de l'eau très importante qui va entrer dans les quartiers environnants et surtout les quartiers Chagua, Abena, Dembe, Amtoukoui, ces quartiers-là qui seront vraiment frappés. Du côté de la mairie, on reconnaît que la gestion du site incombe à l'Église catholique. Mais la municipalité assure qu'elle compte intervenir rapidement pour limiter les risques d'inondation dans le quartier. Le site de basilique est privé. La mairie n'a pas droit sur le basilique. Alors nous demandons aux détenteurs de bennes d'éviter de creuser dans ce site puisque elle est privée. Le site devrait accueillir des projets d'envergure estimés à plus de 75 milliards de francs CFA, édifices religieux, infrastructures communautaires. En attendant, il continue d'abriter sinistrés, foires et diverses activités. Ici avec l'élément signé Maditolum Israël, Maxime Solmengar et Atara Naidongarti que s'achève cette édition du soir.
Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et excellent suite de programme. À demain, Inch'Allah.